6 minutes ont suffi pour faire basculer le ciel burkinabé, transformer un bourdonnement nocturne en silence chargé de sens et imposer une rupture nette dans l'ordre établi. Dans un pays longtemps décrit comme périphérique, cet instant condense un avant et un après d'une surveillance subie à une capacité revendiquée, d'un espace aérien toléré à un espace défendu. Que change réellement pour vous le fait qu'Ibrahim Traoré choisisse de répondre à cette intrusion plutôt que de l'absorber et que l'équation Ibrahim Traoré Burkina Faso cesse d'être abstraite? Peut-être le début d'un ciel qui n'attend plus l'interprétation des autres. Ce récit propose une promesse: comprendre comment un État aux moyens limités peut transformer une vulnérabilité critique en levier stratégique durable. L'enjeu n'est pas seulement militaire, il touche à la manière dont une décision resserre des institutions dispersées, aligne des compétences techniques sous tension et redéfinit des priorités internes longtemps reléguées. Le bénéfice pour le lecteur tient en une formule: lire les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des chocs. À ce stade, les faits importent moins que leur enchaînement. Une interception rapide ne vaut que parce qu'elle revêt une capacité à reconnaître des motifs, à coordonner des réponses, à agir sans surenchère. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré apparaît non comme un symbole isolé, mais comme un point d'agrégation d'un choix: répondre plutôt que différer. Un micro-hook s'impose si 3 drones ont été neutralisés en quelques minutes. Quels apprentissages structurels ont rendu ce basculement possible? La suite examine ce passage précis où le risque devient méthode. 3 drones abattus en moins de 6, ce chiffre, en apparence spectaculaire, masque une réalité plus discrète mais plus décisive. L'essentiel ne réside pas dans la neutralisation elle-même, mais dans la séquence d'apprentissage qui l'a rendue possible. Dès les premières heures, les relevés ont en analyse montré que ces appareils n'étaient ni erratiques ni improvisés. Ils suivaient des trajectoires répétitives, revenant vers les mêmes zones sensibles, comme pour tester progressivement les limites de la détection locale. Cette régularité, longtemps sous-estimée, a constitué le premier signal exploitable. Le contexte est celui d'un pays habitué à composer avec des équipements fatigués et une couverture radar incomplète. Les anomalies observées au départ semblaient micro-écarts de fréquence, variations d'altitude difficiles à interpréter, silence soudain sur les écrans. Pris isolément, chaque indice pouvait être attribué au bruit ambiant du Sahel. Mais leur accumulation a changé la lecture. Ce n'était plus un incident technique, mais une progression mesurée. Dans cet enchaînement, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef réagissant à chaud, mais comme l'acteur d'un moment de synthèse. Les récits des soldats sur les avant-postes, décrivant des lumières irrégulières et des trajectoires lentes puis plus nerveuses, ont été mis en parallèle avec les observations des ingénieurs radars. Le terrain décrivait l'apparition, la technique révélait l'intention. Ensemble, ces deux couches ont donné naissance à une interprétation commune. C'est ici que la mini-révélation prend: la réponse burkinabé n'a pas été déclenchée par un événement isolé, mais par la reconnaissance d'un motif. Avant, le ciel était perçu comme une surface fragile, difficile à lire. Après, il devenait un espace structuré où chaque variation portait une information. La nous allons discuter de cet élément posé au départ, trouve alors un premier élément de si l'interception a été possible. C'est parce que le pays avait déjà commencé à apprendre à lire son propre ciel. Deux figures ont progressivement émergé comme guides silencieux de cette C: les opérateurs déployés sur le terrain et les ingénieurs chargés d'interpréter des équipements à bout de souffle. Leur rôle n'a rien d'héroïque au sens classique. Il tient dans une attention continue, presque austère, portée à des détails que beaucoup auraient jugés insignifiants. Les soldats des avant-postes ont été les premiers à décrire des lumières erratiques,
des trajectoires lentes, puis soudain plus nerveuses, comme si quelque chose testait la limite de la perception humaine. Leur langage était précis, dépourvu d'emphase, ancré dans l'observation répétée. En parallèle, les techniciens radars ont appris à lire des écrans instables comme d'autres lisent un pouls. Des lignes tremblaient imperceptiblement, disparaissaient, puis revenaient à la normale. Chaque micro-variation devenait un signal potentiel. Là où la machine semblait muette, l'expérience humaine réintroduisait du sens. Cette superposition des récits a produit un premier impact, une vigilance partagée, reliant des postes éloignés par une même interprétation du risque. C'est dans ce cadre que l'intervention d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Elle ne tranche pas avec ce travail patient, elle l'agrège. La décision s'appuie sur une chaîne déjà tendue entre terrain et technique. L'effet immédiat est double. D'une part, les unités comprennent que leurs observations sont intégrées dans une lecture nationale cohérente. D'autre part, les ingénieurs voient leurs interprétations reconnues comme déterminantes. Le so what et quand l'observation devient collective, la réaction cesse d'être improvisée. La suite montrera comment cette cohésion naissante a basculé en action. Avant l'escalade, les apparitions de drones semblaient encore sporadiques. Un point lumineux isolé, puis le silence. Une trajectoire hésitante, puis rien pendant plusieurs heures. Cette discontinuité entretenait l'idée de tests prudents, presque exploratoires. Les unités sur le terrain observaient, notaient, comparaient. Les radars, encore imparfaitement recalibrés, n'offraient que des indices fragmentaires. Le pays se trouvait dans un entre-deux incertain, conscient d'une anomalie sans pouvoir encore la qualifier pleinement. Puis, le rythme s'est modifié. Les vols sont devenus plus réguliers. Les altitudes ont commencé à varier selon une logique lisible. Les trajectoires, d'abord larges, se sont resserrées autour de zones sensibles. Cette transition marque la phase d'activation. Ce qui ressemblait à des sondages isolés prenait désormais la forme d'une progression méthodique. Les opérateurs ont cessé de parler de phénomènes épars. Ils évoquaient une séquence. Les ingénieurs, de leur côté, relevaient que des répétitions trop cohérentes pour être fortuites. La montée en tension s'est jouée sur quelques nuits. Chaque passage affinait la compréhension adverse du territoire, mais renforçait simultanément la lecture locale. Les soldats rapportaient des pulsations lumineuses plus brèves, parfois synchronisées avec des anomalies radars. Les techniciens observaient des micro-ruptures de signal apparaître toujours dans les mêmes plages horaires. Le hasard reculait, une intention se dessinait. À ce stade, l'inaction devenait un risque en soi. Le basculement intervient lorsque plusieurs trajectoires convergent presque simultanément. Un premier drone est détecté à une vitesse anormalement élevée. Quelques minutes plus tard, un second emprunte un itinéraire proche. Un troisième tente une échappée vers le sud comme pour tester une faille. Cette simultanéité transforme l'hypothèse en certitude. Le pays n'est plus face à une présence diffuse, mais à une manœuvre coordonnée. Les ordres circulent rapidement. Les unités se repositionnent. Les systèmes sont verrouillés. C'est dans cette tension condensée que l'intervention dirigée par Ibrahim Traoré est déclenchée. La réponse n'est ni expansive ni spectaculaire. Elle est ciblée. En moins de 6 minutes, les trois appareils sont neutralisés. Le ciel, soudain, se vide de toute activité suspecte. Le contraste est avant un territoire scruté, après un territoire qui répond. Cette brièveté n'est pas un détail. Elle signale que la décision s'inscrit dans une chaîne déjà préparée. L'après-coup est immédiat. Les rapports confirment que la séquence n'était pas improvisée. Les relevés, mis bout à bout, montrent une cohérence qui n'apparaissait pas au départ. Ce qui semblait une succession d'incidents devient une ligne d'événements lisible. Le pays franchit alors un seuil, il ne se contente plus d'observer son ciel, il agit sur lui. Avant le recalibrage, les systèmes burkinabés
capter surtout des signaux discontinus, difficiles à interpréter et souvent noyés dans le bruit ambiant. Après ajustement, ces mêmes dispositifs ont commencé à produire des données comparables, permettant enfin une lecture avant/après exploitable. Ce basculement constitue la première preuve la menace n'a pas changé de nature. C'est la capacité à la mesurer qui a évolué. Les altitudes enregistrées lors de l'opération offrent un premier repère. Le premier drone a été détecté autour de 2000 mètres, une hauteur indiquant une phase de reconnaissance prudente destinée à observer sans trop exposer l'appareil. Le second, repéré plus tard, évoluait à environ 1500 mètres, signal clair d'une tentative de contournement des seuils classiques de détection. Le troisième, intercepté à une altitude intermédiaire, cherchait manifestement à fuir vers le sud. Ces trois valeurs, prises ensemble, dessinent une logique: observer, s'adapter, puis échapper à la fermeture du dispositif. Chaque chiffre, isolé, reste modeste. Leur articulation, en revanche, révèle une manœuvre structurée. La vitesse constitue le second indicateur clé. Les relevés ont établi qu'au moins un des appareils se déplaçait à près de 400 km par heure. Cette cadence dépasse largement celle d'un engin rudimentaire. Les ingénieurs y ont vu la signature d'un drone capable d'ajustement rapide, modifiant sa trajectoire en fonction des capteurs adverses. Là encore, le chiffre n'impressionne pas par son ampleur, mais parce qu'il est une technologie conçue pour tester, corriger et persister. Un troisième élément quantifiable réside dans l'évolution des fréquences radar captées avant et après recalibrage. Les équipes ont constaté que des variations jusque-là ignorées déclenchaient désormais des alertes cohérentes. Un souffle électronique imperceptible quelques jours plus tôt suffisait à signaler une intrusion potentielle. Ce delta de sensibilité n'est pas spectaculaire sur le papier. Il marque pourtant le passage d'une détection passive à une vigilance active. Ces données ont été croisées avec l'étude des trajectoires. Les trois drones convergeaient vers les mêmes zones stratégiques, répétant un motif circulaire sur plusieurs nuits. Cette constance, mesurée et comparée, excluait l'hypothèse d'un survol aléatoire. Elle pointait vers un processus de cartographie progressive du territoire. Les chiffres validaient ce que le terrain pressentait déjà. C'est sur cette base qu'Ibrahim Traoré a pu confirmer que la menace n'était plus hypothétique. Les preuves quantitatives n'ont pas servi à dramatiser la situation, mais à l'objectiver. Altitude, vitesse et motif formaient un schéma opérationnel lisible. La conclusion s'imposait sans la souveraineté aérienne commence par la capacité à mesurer précisément ce qui la met à l'épreuve. Deux critiques majeures se sont rapidement imposées dans les analyses, chacune visant à tester la solidité de la riposte burkinabé. La première soutient que l'interception de trois drones relèverait davantage d'une conjoncture favorable que d'une capacité durable. Selon cette lecture, les appareils neutralisés n'auraient pas déployé tout leur potentiel technologique. Un dispositif plus furtif, mieux coordonné ou doté d'algorithmes plus agressifs aurait, dit-on, franchi la couverture sans être détecté. La réussite serait donc circonstancielle, non reproductible. La seconde objection avance que les systèmes de défense du pays demeurent structurellement trop rudimentaires pour résister à des intrusions répétées. Le recalibrage des radars serait une adaptation d'urgence, efficace à court terme mais insuffisante face à une pression soutenue. Dans ce scénario, la montée en compétences observée ne serait qu'une parenthèse, rapidement refermée par une évolution technologique adverse, plus rapide que les capacités locales. Ces deux arguments sont cohérents. Ils pointent des limites réelles et refusent toute lecture triomphaliste. Pourtant,
ils peinent à rendre compte d'un élément central mis en évidence par la coordination progressive. L'opération n'a pas reposé sur un seul outil ni sur une seule décision, mais sur l'alignement de plusieurs couches d'observation. Les trajectoires s'est répétées, les variations d'altitude, les vitesses anormales et les signaux radars recalibrés ont été suivis, comparés et interprétés sur plusieurs nuits. Cette continuité exclut l'hypothèse du simple hasard. De plus, la capacité à détecter des motifs cohérents dépasse la performance ponctuelle d'un équipement. Elle indique un apprentissage collectif. Même si des drones plus furtifs apparaissaient, ils devraient, eux aussi, composer avec une lecture désormais plus fine du ciel. La défense ne se limite plus à intercepter, elle consiste à comprendre des logiques d'intrusion. L'argument de fond ne nie pas les vulnérabilités matérielles. Il montre que la valeur stratégique réside dans l'adaptabilité. Là où les critiques voient une faille persistante, les données suggèrent une trajectoire d'apprentissage déjà engagée. La nous allons discuter de cet élément n'est plus de savoir si le pays est parfaitement protégé, mais s'il a commencé à réduire l'asymétrie qui le plaçait auparavant en position d'observé passif. La neutralisation n'a pas seulement mis fin à une intrusion, elle a déplacé le centre de gravité de toute la séquence. Jusqu'alors, l'attention portait sur la performance technique, sur la nous, allons discuter de cet élément de savoir comment des appareils sophistiqués avaient pu être détectés puis abattus. À mi-parcours, une lecture différente de l'événement révèle une fracture dans l'architecture même de la surveillance. Ce qui change, ce n'est pas la disparition des drones, mais la transformation du regard porté sur le ciel. Avant, chaque passage était interprété comme une anomalie isolée. Après, les répétitions deviennent des indices, les trajectoires des messages, les silences des données exploitables. La surveillance cesse d'être défensive, elle devient interprétative. Cette bascule redéfinit le rapport entre observateur et observé. Dans ce cadre, l'intervention d'Ibrahim Traoré agit comme un révélateur plutôt que comme un point final. Elle confirme que la réaction peut, elle aussi, devenir structurelle. La décision ne ferme pas le dossier. Elle ouvre une nouvelle phase où anticiper compte autant que neutraliser. La fracture stratégique tient là. Le ciel n'est plus un espace toléré, mais un système lisible. À partir de ce moment, les conséquences ne peuvent plus être évaluées en termes strictement militaires. Elles touchent à la manière dont un pays se pense capable d'agir avant d'être dépassé. Les effets de l'interception des 3 drones se sont déployés bien au-delà de l'événement lui-même, affectant plusieurs strates de la vie nationale et régionale. Ces conséquences ne se sont pas imposées d'un bloc, elles se sont diffusées progressivement à mesure que la signification de l'épisode était comprise et relayée. Au niveau de la population, l'impact a d'abord été symbolique. Dans de nombreux récits locaux, la neutralisation rapide a été perçue comme une rupture avec un sentiment d'impuissance ancien. Les témoignages provenant de villages isolés comme de centres urbains évoquaient même l'idée que le ciel pouvait enfin être défendu. Cette perception n'a pas supprimé l'inquiétude, mais elle l'a transformée. La vigilance s'est accrue, accompagnée d'une attention nouvelle portée aux signes inhabituels. Sur le plan militaire, les unités engagées ont vu leur rôle redéfini. Elle n'était plus seulement chargée de signaler des anomalies, mais de participer à une architecture intégrée reliant terrain, ingénierie et décision. La coordination éprouvée durant l'opération a renforcé la discipline interne et modifié la perception des capacités nationales. La rapidité de la réponse a servi de référence non comme exploit isolé, mais comme seuil opérationnel atteignable. Les répercussions économiques, souvent moins visibles, ont néanmoins été immédiates.
Des zones auparavant considérées comme vulnérables sites industriels, axes logistiques, espaces d'exploitation ont gagné en lisibilité stratégique. Les responsables locaux ont compris que sécuriser le ciel revenait à réduire l'incertitude pesant sur l'activité. Cette prise de conscience a conduit plusieurs administrations à réexaminer la gestion des risques et la protection des infrastructures. À l'échelle régionale et internationale, l'épisode a obligé de nombreux observateurs à ajuster leurs analyses. Dans le Sahel, la neutralisation coordonnée d'une intrusion organisée a remis en nous. Allons discuter de cet élément des hiérarchies implicites entre surveillants et surveillés. Les puissances extérieures ont dû intégrer l'idée qu'une organisation patiente pouvait contrer des dispositifs technologiquement avancés. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a été mentionné comme un vecteur de repositionnement national, non pour l'acte lui-même, mais pour ce qu'il a rendu visible. Ces quatre niveaux dessinent un même le passage d'une posture réactive à une posture assumée. Les drones détruits n'ont pas seulement quitté le ciel, ils ont déplacé des lignes de perception durables. À moyen terme, l'épisode des drones ouvre trois trajectoires plausibles pour le Burkina Faso. Aucune n'est écrite d'avance. Chacune dépend de la capacité à transformer une victoire tactique en orientation durable. Le scénario de base repose sur la stabilisation. Le pays consoliderait les acquis récents en poursuivant le recalibrage des radars, en structurant la coordination entre unités et en formalisant des procédures communes. Le nous allons discuter de cet élément serait de maintenir le niveau atteint sans chercher de rupture rapide. Cette trajectoire privilégie la cohérence. Mieux lire, mieux partager, mieux décider. Elle réduit le risque de retour en arrière, mais peut ralentir la montée en puissance si l'environnement stratégique évolue vite. Le scénario optimiste mise sur l'accélération. Fort de l'élan créé, le pays pourrait investir davantage dans la formation d'opérateurs spécialisés, étendre la couverture de détection et renforcer les échanges régionaux. La neutralisation des drones servirait alors de point d'appui pour bâtir une capacité plus large, fondée sur l'apprentissage collectif. Dans cette hypothèse, le ciel deviendrait un espace d'anticipation plutôt que de réaction. Le gain ne serait pas seulement technique, mais réduire l'asymétrie avec des acteurs mieux équipés. Le scénario pessimiste envisage une réponse extérieure plus sophistiquée, des drones plus furtifs, des trajectoires moins lisibles ou des pressions indirectes pourraient tester la résilience du dispositif burkinabé. Sans entretien méthodique des compétences et des outils, l'avantage acquis pourrait s'éroder. La vigilance redeviendrait fragmentée et la surprise retrouverait sa place. Ce scénario rappelle que chaque progrès appelle une adaptation adverse. Un principe traverse ces trois pensées en couches successives: observer, interpréter, ajuster, puis agir. La souveraineté aérienne ne se joue pas sur un seul incident, mais sur la continuité de ces cycles. C'est dans cette capacité à maintenir l'attention que se situe l'enjeu réel, au-delà de toute projection à court terme. Au-delà des scénarios stratégiques, l'épisode des drones résonne différemment selon les groupes qui vivent sous ce ciel désormais plus attentif. Pour de nombreux citoyens, l'événement a introduit une idée: la sécurité aérienne n'est plus un concept lointain réservé aux experts. Elle s'inscrit dans le quotidien, dans la manière d'observer des lumières inhabituelles, d'interpréter un bruit persistant, de comprendre que chaque anomalie peut avoir un sens collectif. Chez les jeunes générations, cette séquence agit comme un repère. Elle montre qu'un pays aux moyens limités peut réduire un déséquilibre technologique en apprenant plus vite que l'adversaire. Ce message dépasse la «nous allons discuter de cet élément militaire». Il touche à la capacité de s'approprier des compétences, de valoriser l'observation
et de faire confiance à des savoirs locaux souvent sous-estimés. L'idée n'est pas de glorifier l'affrontement, mais de reconnaître la valeur de l'attention et de la méthode. Pour les institutions, l'impact est plus exigeant. L'épisode révèle que la vigilance ne peut reposer uniquement sur des unités spécialisées. Les administrations locales, les réseaux civils et les relais territoriaux jouent un rôle clé dans la remontée d'informations. Une anomalie signalée trop tard perd sa valeur. À l'inverse, une alerte simple partagée rapidement peut nourrir une lecture nationale cohérente. Deux gestes concrets émergent alors. D'abord, renforcer les canaux d'alerte existants, même rudimentaires, afin que chaque signal trouve un destinataire clair. Ensuite, encourager une culture de transmission plutôt que de silence, où l'observation n'est pas perçue comme une intrusion, mais comme une contribution. C'est à ce niveau que la souveraineté cesse d'être abstraite et devient une responsabilité partagée ancrée dans les pratiques ordinaires. À ce stade, la nous allons discuter de cet élément n'est plus de savoir comment l'interception a été possible, mais comment éviter qu'elle reste un épisode isolé. La réponse passe par une feuille de route claire articulée autour de quelques étapes lisibles sans surenchère technologique ni promesses irréalistes. Première est renforcer la détection locale dans la durée. Les radars recalibrés constituent un socle, mais leur efficacité dépend d'un entretien régulier et de tests fréquents. Mettre en place un cycle simple de vérification, même avec des moyens limités, permettrait de stabiliser les performances et d'éviter une dégradation silencieuse. Mesurer, comparer, cette routine crée de la fiabilité. Deuxième est former une génération d'opérateurs spécialisés. Les faits ont montré que l'interprétation des signaux compte autant que leur captation. Des parcours de formation courts, centrés sur la lecture des altitudes, des variations de trajectoires et des ruptures de fréquences renforceraient la précision des équipes. Le succès dépend moins du nombre de techniciens que de leur capacité à partager un même langage analytique. Troisième est construire un réseau intégré civil-militaire. Plusieurs anomalies ont d'abord été perçues sur le terrain avant d'être confirmées techniquement. Relier ces deux sources par des circuits d'alerte simplifiés limiterait les pertes d'informations. Le nous allons discuter de cet élément et la fluidité, non la complexité. Enfin, harmoniser la réaction stratégique. Des protocoles communs, connus de tous, réduisent l'hésitation lorsque le temps devient critique. C'est dans cette logique qu'Ibrahim Traoré inscrit son fer de la discipline et de la continuité, les véritables multiplicateurs de souveraineté. Lorsque le calme est revenu au-dessus du Burkina Faso, un détail a continué de hanter les récits des équipes engagées, ces lignes légèrement tremblantes sur les écrans radars, longtemps perçus comme des défauts techniques. Elles étaient là avant l'opération. Elles étaient encore là après. Mais leur signification avait changé. Ce qui ressemblait à une faiblesse est devenu un langage. Les opérateurs et les soldats ont compris que ces micro-variations racontaient une histoire. Elles signalaient une présence, une intention, parfois une hésitation adverse. Apprendre à les lire a transformé la relation au ciel. Il n'était plus seulement un espace au-dessus du pays, il devenait un territoire à interpréter. Cette attention patiente a constitué la véritable bascule, bien plus que la destruction des drones. Dans cette profondeur silencieuse, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'homme d'un instant que comme le point de convergence d'un apprentissage collectif. La décision finale n'efface pas le travail antérieur, elle le rend visible. Elle confirme qu'un pays peut reconstruire une forme de souveraineté en partant de détails souvent négligés. Le motif des lignes tremblantes agit alors comme un rappel durable. La sécurité ne naît pas d'un geste spectaculaire, mais d'une vigilance partagée. Lire son ciel, c'est déjà commencer à le défendre. À mesure que l'épisode des drones s'éloigne dans le temps,
Nous allons discuter de cet élément plus large. Comment un pays peut-il préserver cette vigilance sans basculer dans l'alerte permanente? Le défi n'est pas seulement technique ou militaire, il est social et symbolique. Il tient dans la capacité à maintenir un regard collectif posé sur le ciel, sans fatigue ni indifférence. Le Burkina Faso a montré qu'une attention partagée pouvait transformer un espace perçu comme lointain en enjeu commun. Cette leçon dépasse largement le cas précis des drones. Elle interroge la manière dont une société reconnaît les signaux faibles, accepte de les discuter et décide d'y répondre ensemble. La souveraineté, ici, n'est pas une posture figée. Elle est un processus nourri par l'échange, la transmission et la mémoire des événements. Rien n'indique que les défis à venir seront identiques à ceux déjà traversés. Mais l'expérience acquise offre un cadre de lecture. Observer, comprendre, agir sans excès. La discussion reste donc ouverte. Que faudrait-il, selon vous, pour que cette attention collective perdure dans le temps, sans s'émousser ni se rigidifier? Votre regard, vos questions et vos analyses participent aussi à cette vigilance partagée.